Bonjour à tous, bienvenue au webinaire que Moore organise aujourd'hui sur la fiscalité automobile. On est ravis du nombre de participants, c'est un grand succès pour nous. Voilà, on a prévu 1 heure de temps pour balayer toutes les questions que vous vous posez au niveau de la fiscalité sur les voitures de société en l'occurrence. Nous sommes 3 intervenants pour vous présenter les différents aspects liés à cette question. Donc, au niveau des orateurs, donc, nous aurons Constance Cornet, qui est juriste au sein de Tax and Legal au niveau de Moore, Belgique. Euh, Florence Oyen, director au niveau de Tax and Legal pour tout ce qui est Global Mobility. Et moi-même, qui suis spécialiste en matière de TVA, associée dans le département TVA pour Tax and Legal. Voilà. Au niveau de l'organisation de cette séance, il est prévu que vous ayez bien entendu l'opportunité de nous poser toutes les questions via le chat. On en prendra connaissance. A priori, on fera en sorte d'y répondre après la présentation. Bien entendu, s'il y a des petites questions pour lesquelles il y a un intérêt à ce qu'elles soient déjà développées au moment de la présentation, on ne manquera pas de le faire. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je vous remercie pour votre temps. Donc, comme Anne l'a introduit, sujet brûlant, la fiscalité automobile. On va commencer par les véhicules qui sont couverts durant cette présentation et euh, qui font partie des véhicules dont la déductibilité est possible. Donc, on a ici les véhicules visés qui sont bien sûr les voitures de société, les voitures à double usage, donc on entend pour le transport de biens et de personnes, les minibus, certaines camionnettes comme les monospaces, les SUV, les véhicules tout-terrain ou les 4x4 de luxe ne sont pas visés dans cette présentation. Tout ce qui est voiture particulière, donc pour le transport rémunéré de personnes, donc les taxis, les locations de voitures avec chauffeur type limousine et ensuite les voitures auto-école, donc qui sont reconnues spécifiquement à usage des auto-écoles. On a les voitures données en location, les motos, les cyclomoteurs, les autobus, autocars, camionnettes, fourgonnettes, les remorques, semi-remorques, et ensuite les vraies camionnettes, donc conçues spécialement pour le transport de marchandises, type les petites camionnettes UPS qui livrent les colis. Voilà, donc ça c'est pour les véhicules couverts et non couverts. Maintenant, je passe la parole à Constance, qui elle va donc vous exposer quels sont les frais de voiture qui sont déductibles. Voilà, merci Florence. Voilà, bonjour à tous. Donc, effectivement, nous allons parcourir ensemble plusieurs sujets. Donc, dans un premier temps, nous allons voir finalement quels sont les frais de voiture qui sont déductibles et ceux qui ne le sont pas. Donc, on verra qu'il y a des frais qui sont soumis à une limitation et quels sont finalement ces frais. Il s'agit finalement des dépenses, qu'elles soient directes ou indirectes, qui sont liées à l'achat, à la location, à la propriété et à l'entretien des véhicules concernés. Par contre, il y a des frais qui restent 100% déductibles et qui ne sont pas visés par la limitation. Et il s'agit des frais de financement, de la cotisation de solidarité, des frais liés à la téléphonie mobile. Alors maintenant, on va vraiment, avec les slides qui arrivent, rentrer dans le vif du sujet et on va s'interroger sur la question de savoir finalement comment est calculée la déductibilité des frais de voiture. Alors, il y a actuellement, je pense, beaucoup de contribuables qui sont un peu perdus en matière de fiscalité automobile. Et c'est tout à fait logique puisqu'il y a eu énormément d'évolutions législatives ces dernières années. Donc l'objectif ici, pour que l'exposé soit le plus clair possible, on va repartir en fait de la base et on va parcourir ensemble les différentes évolutions législatives. Vous verrez en fait qu'en fonction de la date d'acquisition du véhicule et du modèle, donc que ce soit un véhicule essence, diesel, hybride ou électrique, eh bien les règles de déductibilité vont varier. Donc lors de l'exposé, il sera vraiment en fait important d'être attentif à ces dates et ces modèles. Donc, on va revenir à la base. Depuis le 1er janvier 2020, les frais de voiture, que ce soit à l'impôt des personnes physiques
ou à l'impôt des sociétés sont déductibles selon une formule forfaitaire. Alors, quelle est cette formule? La formule est la suivante. En fait, on part d'un montant forfaitaire de 120%, moins des différents éléments qu'on va multiplier. Alors, quels sont ces différents éléments? Donc, on part d'un montant de 0,5% qui a été fixé par le législateur fiscal, qu'on multiplie par un coefficient. Le coefficient, il va varier en fonction du moteur du véhicule. Donc, on voit qu'il varie de 0,90 à 1. Donc, on aura un coefficient de 0,90 pour un véhicule au gaz naturel, un coefficient de 0,95 pour un moteur à essence, diesel hybride ou GPL, et un coefficient de 1 pour un moteur diesel. Et ensuite, on multiplie par l'émission CO2 du véhicule. Et donc, ça veut dire, imaginons que sur base de cette formule, on a un véhicule qui est déductible à 70%, eh bien, tous les frais qui sont visés par la limitation seront déductibles à 60% et le solde ne sera pas déductible. D'accord? Alors, des points d'attention, c'est donc, imaginons que la formule nous donne un taux de déduction de 30%. Eh bien, la législation prévoit qu'il y a toutefois une déductibilité minimale de 50%, sauf si les émissions CO2 sont supérieures à 200 grammes par kilomètre, alors la déductibilité est limitée à 40%. Et alors, à l'impôt des personnes physiques, il y a une autre particularité, c'est que pour les véhicules qui sont acquis avant le 1er janvier 2018, donc pour connaître la déductibilité, on applique la formule subventionnée. Mais si la formule nous donne, par exemple, un taux de déduction de 60%, eh bien, les frais à l'IPP pourront être déduits à 75%. D'accord? Donc ça, c'est la formule qui existe depuis le 1er janvier 2020, tant à l'impôt des personnes physiques qu'à l'impôt des sociétés. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le législateur fiscal belge, il a voulu inciter les indépendants, tant personnes physiques que personnes morales, à passer à l'électrique parce qu'il avait pour objectif de rendre la flotte automobile belge plus écologique. Alors, pour que cela se fasse en douceur, si je puis dire, il y a différents régimes transitoires qui ont été mis en place. Cela veut donc dire qu'en fonction de la date d'acquisition du véhicule, les règles de déductibilité vont varier. Alors, on va parcourir ensemble les différentes dates butoirs qui sont importantes à retenir. Alors, pour les véhicules thermiques acquis avant le 1er juillet 2023, par véhicule thermique, j'entends ici les véhicules essence, hybrides, diesel. D'accord? Donc, comment ça fonctionne pour ces véhicules? Eh bien, en fait, on va appliquer la fameuse formule dont je viens de vous parler pour déterminer le taux de déductibilité. Et ce taux sera applicable pour toute la durée d'utilisation du véhicule. D'accord? La particularité, c'est que pour les véhicules hybrides qui auront été acquis à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 du 6 2023, les frais liés en fait à l'essence ou au diesel, eux, seront limités à une déduction de 50%. Donc, le législateur essaye de pousser le contribuable à utiliser le plus possible l'électricité. Voilà. Et donc, ces principes s'appliquent tant à l'impôt des sociétés qu'à l'impôt des personnes physiques. Deuxième étape importante, ce sont pour les voitures thermiques qui auront été acquises entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025. Alors, pour ces voitures thermiques, le principe est qu'on continue à appliquer la fameuse formule dite du taux d'émission CO2, mais là, on verra que le taux de déduction va être plafonné en fonction de l'année concernée. En 2025, il sera plafonné à 75%, en 2026 à 50%, en 2027 à 25% et en 2028, il tombera à 0%. Je prends un exemple pour que ça soit plus parlant. Donc, imaginons que sur base de la formule d'émission CO2, vous arrivez à un taux de déduction de 80%. Eh bien, en 2025, ce taux de 80% va être plafonné à 75%. En 2026, à 50%.
en 2027 à 25 et en 2028 à 0. Il n'y aura plus de déductibilité possible. Alors, autre règle importante, donc je vous avais dit que si sur base de la formule dite de l'émission CO2, vous aviez un taux de déductibilité qui était inférieur à 50%, il y avait quand même une déductibilité de 50%, ce qui n'est plus le cas pour les véhicules thermiques acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025. Dans ce cas de figure, on appliquera le taux de déduction, par exemple, de 30% si il est de 30%. Et pour les véhicules électriques qui sont acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 du 12 2023, les frais professionnels restent déductibles à 100%, puisque le but du législateur était d'inciter le contribuable à passer à l'électrique. La troisième phase, c'est la phase relative aux véhicules thermiques qui seront acquis à partir du 1er janvier 2026. Donc, date importante parce que pour ces véhicules thermiques, donc je rappelle, c'est aussi bien les essences diesel que les hybrides, eh bien les frais de voiture ne seront plus déductibles. Il y aura une petite nuance à faire à l'impôt des personnes physiques, mais on y viendra après avec les slides qui suivent. Par contre, par rapport aux véhicules en fait électriques, donc les véhicules électriques qui seront acquis jusqu'au 31 décembre 2026 seront déductibles à 100%. L'objectif du législateur était vraiment d'inciter le contribuable à passer à la voiture électrique. Par contre, l'objectif du législateur n'est pas que les frais de voiture soient déductibles à 100% pour toute la durée d'utilisation. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, à partir de 2027, vous verrez que la déductibilité des frais de voiture électrique va aussi diminuer. Donc, pour une voiture électrique acquise en 2027, les frais seront déductibles à 95%. Pour une voiture électrique acquise en 2028, ils seront déductibles à 90%. En 2029, ils seront déductibles à 82,5%. En 2030, à 75%. Et en 2031, à 67,5%. Et donc, ce sont des principes qui s'appliquent tant à l'impôt des sociétés qu'à l'impôt des personnes physiques. Alors, sur le slide suivant, on ne va pas le parcourir ensemble, mais vu que vous disposerez des slides, c'est un slide assez intéressant parce qu'il vous permet en fait de connaître le régime de déductibilité en fonction de la date d'acquisition et du modèle électrique, hybride, diesel ou essence, mais à nuancer avec la nouvelle particularité qu'il y a à l'impôt des personnes physiques. Alors ici, on vous a joint un slide relatif à une comparaison pour que ça soit un peu plus parlant. Je vais parcourir avec vous le modèle essence et le modèle électrique pour que vous visualisez ce qu'il en est en pratique. Donc ici, en présence d'une Golf essence qui a une émission CO2 de 95 grammes, sur base de la formule, eh bien, on arrive à un taux de déductibilité de 74,9%. Si la voiture a été acquise avant le 1er juillet 2023, eh bien, le principe, c'est que tous les frais relatifs à cette voiture seront déductibles à concurrence de 74,9% pour toute la durée d'utilisation du véhicule. D'accord ? Par contre, si le véhicule a été acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on utilise cette formule, donc on sait qu'on a un taux de déduction de 74,9. Il ne sera pas plafonné en 2025 parce qu'il n'est pas supérieur au 75%. Par contre, en 2026, il sera plafonné à 50%, en 2027 à 25% et en 2028, les frais de voiture ne seront plus déductibles. Et à partir du 1er janvier 2026, eh bien, pour ce type de modèle, les frais de voiture ne seront plus déductibles. Qu'est-ce que ça veut dire que les frais de voiture ne sont plus déductibles? Donc, la société peut toujours les prendre en charge, mais la charge va être plus importante parce que sur le montant de la charge, il y aura un impôt qui va être calculé. Et donc, c'est pour ça que la charge augmente. On le parcourra avec l'étude des cas pour que vous visualisez en pratique ce que cela donne. Et donc, si je fais une comparaison par rapport à mon modèle électrique, on voit en fait que le modèle électrique acquis jusqu'au 31 décembre 2026 est déductible à 100%.
Et ensuite, comme on en a discuté, à partir de 2027, eh bien, on a une diminution. Donc, on est à un taux de 95% pour arriver en 2031 à un taux de déductibilité de 67,5%. Alors, nouveauté très récente. Donc, il y a une loi du 18 décembre 2025 qui a été prise. Donc, beaucoup de contribuables ont certainement entendu que le gouvernement Arizona avait annoncé revoir la déductibilité des véhicules hybrides, tant à l'impôt des personnes physiques qu'à l'impôt des sociétés. À l'impôt des sociétés, les mesures ne sont pas passées pour des raisons européennes, mais au niveau de l'impôt des personnes physiques, la déductibilité des véhicules hybrides a été revue. Donc, sachez que ça s'applique uniquement si vous êtes indépendant en tant que personne physique. Si vous exercez en tant que société, ce régime ne s'applique pas. D'accord ? Alors, pour ce régime, il faut aussi s'accrocher. Ce n'est pas forcément évident la première fois à comprendre. Et là, vous devez bien faire une distinction entre les véhicules hybrides acquis à partir du 1er janvier 2026 et les véhicules hybrides qui seront acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025. Il y a des mesures transitoires qui ont été mises en place pour ne pas desservir ces véhicules qui auront déjà été acquis. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des véhicules hybrides acquis à l'impôt des personnes physiques à partir du 1er janvier 2026. Pour connaître la déductibilité, vous devez en fait différencier le type de frais. D'accord ? Donc, on va différencier les frais d'électricité, les frais de carburant et les autres frais professionnels. Qu'est-ce qu'on entend par autres frais professionnels ? Ce sont les loyers, si vous avez un leasing, les amortissements, si vous avez l'acquisition d'un véhicule, les frais d'entretien, d'assurance, etc., etc. Alors, au niveau des frais d'électricité, le principe, c'est qu'ils vont suivre le régime de déductibilité applicable aux véhicules électriques. Ça veut dire que si la voiture hybride est acquise en janvier 2026, eh bien, les frais d'électricité seront déductibles à 100%. Par contre, si elle est acquise en 2027, les frais seront déductibles d'électricité, je précise bien, à 95%. Pour les frais de carburant, sachez qu'ils ne seront plus déductibles. Donc, vraiment, la logique, c'est que ces frais de carburant ne le soient plus. Et donc, ça s'applique également pour les véhicules hybrides. Pour les autres frais professionnels, il y aura une distinction à faire selon que le véhicule a été acquis jusqu'au 31 du 12 2027 ou si le véhicule a été acquis après cette date. Alors, pour les véhicules acquis jusqu'au 31 du 12 2027, on va utiliser notre fameuse formule qui est basée sur l'émission CO2 du véhicule, sauf que là, on n'aura plus en fait le coefficient lié au moteur. Et en fait, on va alors obtenir le taux de déductibilité qui sera plafonné à un maximum de 75% ou de 100% si les émissions CO2 sont inférieures à 50 grammes par kilomètre. Et pour les véhicules hybrides qui sont acquis à partir du 1er janvier 2028, on applique également cette formule, mais avec un maximum de déductibilité de 68% en 2028 et de 57% en 2029. À partir de 2030, eh bien, ces frais ne seront plus déductibles. Sachez que le taux qui aura été déterminé sera le taux utilisé pour toute la durée d'utilisation du véhicule. Alors, ensuite, il y a des indépendants qui ont acquis des véhicules entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025. Si la réglementation n'était pas modifiée, ça veut dire en fait qu'on applique encore la formule de l'émission CO2, mais la déduction est plafonnée à 75% en 2025, à 50% en 2026, à 25% en 2027 et à 0% en 2028. Et donc, là aussi, le régime a été revu. Pour connaître les déductions applicables, on doit encore faire une différence en fonction du type de frais. On va distinguer les frais d'électricité, les frais de carburant et les autres frais professionnels.
Les frais d'électricité seront à nouveau déductibles à 100% à partir du 1er janvier 2026. D'accord? Les frais de carburant, eux, ils vont suivre le régime qui se serait appliqué s'il n'y avait pas eu cette nouvelle réforme. Donc, à savoir qu'ils sont déductibles à 50% en 2026, à 25% en 2027 et ils ne sont plus déductibles en 2028. Et pour les autres frais professionnels, eh bien là, on va à nouveau utiliser la fameuse formule qui se base sur l'émission CO2 du véhicule, avec cette fois-ci un maximum de 75% ou 100% si le véhicule a une émission CO2 inférieure à 50 grammes par kilomètre. Et le taux est également figé pour toute la durée d'utilisation du véhicule. Dernier point. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en début d'exposé, j'avais expliqué que pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2018 à l'impôt des personnes physiques, si la formule d'émission CO2 donnait par exemple un taux de déductibilité de 60%, eh bien, les frais étaient tout de même déductibles à hauteur de 75%. Eh bien, le législateur fiscal a décidé de revoir ce point. Et donc, à partir de l'exercice d'imposition 2027, la déductibilité sera réduite de 5% par an. Donc voilà, je vais laisser la parole à Florence. Oui, merci beaucoup, Constance. Bon, ça fait beaucoup de choses à retenir. Je ne sais pas si vous avez tout compris. De toute façon, vous recevrez les slides après l'exposé. Ma partie va être un peu plus légère. Elle concerne le calcul de l'avantage toute nature. Donc, on parle ici des voitures de société avec ou sans carte essence, puisque l'avantage en nature est forfaitaire, qu'il y ait ou pas mise à disposition d'une carte essence avec le véhicule de société. Le calcul de l'ATN, l'avantage en nature, reste le même. Bien sûr, l'avantage en nature est calculé s'il y a une mise à disposition gratuite de la voiture. Si c'est un usage à 100% professionnel, il n'y aura pas d'avantage en nature dans le chef du bénéficiaire. Donc, on a une formule, tout comme Constance a sa formule pour la déduction du véhicule. On a une formule pour le calcul de l'avantage en nature qui est reprise ici. Donc, la valeur catalogue de la voiture fois 6 septièmes fois le pourcentage d'émissions de CO2 et un coefficient lié à l'âge du véhicule. Attention que la valeur catalogue du véhicule est à l'état neuf, vendu à un particulier, sans ristourne, sans rabais, sans réduction et en tenant compte de la TVA effectivement payée. Le pourcentage d'émissions de CO2, lui, est calculé via une autre formule qui dépend aussi du type de carburant du véhicule et on a des émissions de référence pour une voiture diesel à 58, à 70 pour une voiture essence. Ce pourcentage, toutefois, ne pourra jamais être supérieur à 18 ou inférieur à 4%. Et ici, donc, le coefficient lié à l'âge du véhicule, donc, il va faire diminuer le montant de l'avantage en nature au fur et à mesure que la voiture vieillit. Je dirais, ne vous inquiétez pas, cette formule, n'essayez pas de la reproduire ou de la calculer vous-même. Vous allez simplement sur un site de leasing de voiture. Ils ont à disposition des modèles de calcul super faciles où vous encodez toutes ces données, le type de carburant, la date d'immatriculation, le type les émissions de CO2 et l'avantage en nature vous sera calculé directement. Comme j'ai dit, c'est avec ou sans carte essence. Donc, s'il n'y a pas de mise à disposition du carte essence, il n'y a aucune réduction de l'ATN. L'ATN reste exactement le même. On a un montant minimum légal qui est indexé chaque année. Donc, il était à 1650 sur 2025. Il vient de passer à 1690. Et alors, très important aussi qu'il y a certaines contributions personnelles qui sont supportées par le travailleur qui pourraient faire diminuer, réduire l'ATN. Je pense notamment à une option supplémentaire, type un porte-bagages pour les vélos, ce genre de choses. Donc, si le travailleur le paye de sa poche, il pourra du coup l'imputer sur la tienne et faire diminuer le montant de l'avantage en nature.
Pour l'employeur, il y a une cotisation patronale qui est aussi liée au niveau d'émission de CO2 du véhicule. Il y a aussi une formule qui a été mise en place et qui est toujours liée à l'émission de CO2 fois 9 euros, moins une constante carburant. Donc, il va dépendre aussi du type de carburant de la voiture. Pour les véhicules qui ont été commandés après le 1er juillet 2023, il y a un multiplicateur CO2 qui est appliqué. Donc, forcément, l'ATN sera un peu plus élevé que pour les véhicules qui ont été commandés avant le 1er juillet 2023. Il y a un montant minimum qui s'applique. Donc, je vous l'ai indiqué ici à 508 euros plus ou moins par an en 2026. Et donc, tout ça pour l'employeur, donc la contribution euh, de solidarité. Quelques exemples d'ATN pour la mise à disposition donc, de voitures. On vous a repris les mêmes modèles que tout à l'heure. Vous verrez que les avantages en nature diminuent puisqu'on a une mise en circulation au 1er janvier 2024. Donc, au fur et à mesure que la voiture prend de l'âge, ben, l'ATN va diminuer, excepté pour la Golf, qui, elle, est au minimum légal. Donc, on était à 1650 sur 2025, on passe à 1690 sur 2026. Donc, c'est le seul ATN qui va augmenter puisqu'elle suit le minimum légal. Alors, si on a une mise à disposition d'une carte carburant sans voiture, donc si vous vous demandez s'il y a un avantage en nature qui serait lié à cette mise à disposition de la carte carburant, eh bien oui, forcément, ça c'est assimilé à de la rémunération, donc on aura un avantage en nature imposable qui sera du coup non forfaitaire, mais calculé selon la valeur réelle du carburant qui est pris en charge par l'employeur. Ensuite, les bornes de recharge. Donc, est-ce que le fait d'installer gratuitement chez le travailleur une borne de recharge pour les véhicules électriques, forcément, constitue un avantage en nature? Non, sauf, voilà, c'est possible dans certains cas, si la borne devient gratuitement la propriété du travailleur. Donc là, on va taxer la valeur réelle de la borne, installation comprise. Si elle est utilisée pour un véhicule privé, donc là, on va regarder l'avantage qui en est tiré. Et s'il n'y a pas de suivi de la consommation électrique, donc là, il y a un ATN qui est possible sur l'électricité. Il y a un FAQ disponible sur le site du SPF Finance qui est très, très bien fait. On vous a mis le lien dans les slides où il y a beaucoup de questions et ça couvre vraiment tout ce qui pourrait y avoir comme souci, enfin, comme question que vous pourriez avoir si un travailleur veut prendre une voiture au-dessus de son budget, s'il veut, par exemple, contribuer personnellement au prix de leasing de la voiture. Donc, le FAQ couvre vraiment pas mal de questions. Donc, je vous conseille d'aller le voir si jamais vous avez des questions complémentaires. Voilà, petite question ITA. Donc, on vous laisse le temps de répondre tranquillement avant de passer à la suite qui sera sur la TVA. Oh, pas mal, hein? Ok. Donc, merci d'avoir participé. On a 78% de bonnes réponses. Voilà. Merci Florence, merci Constance d'avoir présenté en détail tout ce qui est lié au type de frais
potentiellement déductibles, de voir dans quelle mesure ces frais, lorsqu'ils sont déductibles, peuvent l'être. Donc, merci pour tous ces détails. Donc, et maintenant, on va aborder les aspects TVA liés aux voitures de société et à leurs frais. Donc, rassurez-vous, d'une certaine manière, en matière de TVA, on ne va pas modifier substantiellement ce qui existait auparavant. C'est l'opportunité ici de faire un petit refresh de ce qu'il s'agit d'appliquer au niveau de la TVA. Et donc, comme vous le savez très bien, en matière de TVA, on considère toujours qu'il y a une double limitation au niveau de la déduction de la TVA, sachant qu'il y a effectivement une limitation qui est légale. Donc, pour tout ce qui est voiture de société, on considère qu'on ne peut pas dépasser un pourcentage de 50% lorsque on déduit les frais qui sont liés à une voiture de société. Et en parallèle, on doit également regarder la manière dont on utilise le véhicule de société et on doit calculer d'une certaine manière, on doit calculer la proportion de l'utilisation professionnelle par rapport à une utilisation privée. Et donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. L'administration a prévu trois méthodes dans ce cadre-là. Petit rappel, donc les trois méthodes. La première, c'est ce qui porte sur le registre, un registre détaillé des voyages qui sont effectués par les employés, par les utilisateurs de voitures de société. Donc dans ce cadre-là, petit rappel, donc maximum 50% de déduction de la TVA sur les voitures de société. Pour potentiellement atteindre 50%, on peut l'envisager pour autant qu'on tienne un registre dans lequel on va reporter les déplacements professionnels quotidiens qui sont réalisés sur base des dates, sur base des adresses de départ et d'arrivée, les kilomètres parcourus, sur un montant global de kilomètres parcourus par jour. Et donc, on va devoir tenir ce registre de manière assez précise pour pouvoir justifier en cas de contrôle que on a utilisé le véhicule de société à des fins professionnelles pour au minimum 50%, voire plus, mais de toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de 50% du droit à déduction. Alors, lorsque on utilise cette première méthode, la méthode dite du registre détaillé, on peut bénéficier d'une tolérance de l'administration pour éviter toute cette, je vais dire, cette précision administrative lorsque on a une seule voiture qui est mise à la disposition d'un employé dans le cadre d'un contrat qui est plutôt à des visées commerciales. Donc, effectivement, pour cette première méthode du registre, on doit se soumettre à beaucoup de précisions administratives, sauf lorsqu'on a un seul véhicule et que ce véhicule est mis à la disposition d'un commercial. Alors, dans ce cadre-là, on peut s'éviter cette paperasserie, on va dire, cette paperasse, pardon. Voilà, donc première méthode, registre détaillé des voyages effectués. La deuxième méthode, que vous connaissez certainement également, donc c'est la méthode que l'on va appeler semi-forfaitaire. La méthode semi-forfaitaire, comment est-ce que ça fonctionne? Donc toujours on garde à l'esprit que de toute façon, y compris dans cette méthode, on ne peut pas aller au-delà de 50% du droit à déduction, limitation. Et donc, cette méthode semi-forfaitaire, elle va être calculée sur la base d'une formule qui est, entre guillemets, un peu savante, dans le sens où on va déterminer quelle est l'utilisation d'abord privée que l'on fait du véhicule. Et une fois qu'on a le pourcentage d'utilisation privée, on peut déterminer le solde comme étant l'utilisation professionnelle avec un maximum de 50%. Pour le calcul à considérer au niveau de cette méthode semi-forfaitaire, eh bien, c'est très simple. On va prendre en considération les kilomètres entre le domicile de l'utilisateur et le lieu du travail. Ce nombre de kilomètres, on va le multiplier par 2, considérant qu'on fait un aller et un retour entre le domicile et le lieu de travail. Donc, aller-retour, et on va aussi considérer que sur
une année complète, on a plus ou moins 200 jours ouvrables durant lesquels le travailleur, l'utilisateur de la voiture, se déplace à destination du lieu de travail. Ok, donc on va dire distance domicile lieu de travail en kilomètres fois 2, aller-retour fois 200 nombre de jours ouvrables sur une année, et à cela on va ajouter un petit surplus de 6000 kilomètres. On va considérer que l'utilisateur, en plus des déplacements lieu de travail domicile, peut utiliser aussi à des fins privées, à hauteur de 6000 kilomètres, le véhicule qui lui est mis à disposition. Une fois que l'on a ce montant, on va le comparer par rapport au nombre de kilomètres parcourus sur une base annuelle. Donc, si je prends un exemple de une distance entre mon lieu de travail et le domicile, imaginons 20 kilomètres, je vais faire 20 kilomètres fois 2, 40, 40 fois 200, 8000, plus 6000 kilomètres, ce qui signifie que au numérateur de ma formule, je vais avoir 14 000 kilomètres qui sont considérés comme des kilomètres à des fins privées, sachant que effectivement, les déplacements entre mon domicile et le lieu de travail sont considérés de manière fiscale, en matière de TVA, sont considérés comme des déplacements privés. D'accord? Donc, je vais avoir dans mon exemple, au numérateur, je vais avoir un montant global de kilomètres de 14 000. Et si je compare ça avec un nombre de kilomètres sur une année de 20 000 kilomètres, je vais obtenir en termes de pourcentage 70% de l'utilisation de la voiture à des fins privées. Et donc, de manière très simple, si je considère 100% moins l'utilisation privée 100%, eh bien, je vais avoir le droit de déduire sur le véhicule tel qu'il est utilisé par l'employé, je vais avoir le droit de déduire 30% de la TVA via cette méthode dite semi-forfaitaire. Je vais pouvoir récupérer 30%. Alors, bien entendu, pour appliquer cette méthode semi-forfaitaire, il faut respecter un certain nombre de conditions. S'il n'y avait pas de conditions, ce serait bien entendu trop simple. Et donc, ces conditions, quelles sont-elles? Eh bien, on peut envisager l'utilisation de cette méthode semi-forfaitaire pour autant que par voiture, on détermine un utilisateur fixe. Donc, que ce soit un employé ou bien un utilisateur du véhicule, etc. Donc, quand on parle de l'employé, on peut aussi donner la possibilité à l'employé que sa famille puisse utiliser le véhicule. On va également considérer que cette méthode ne peut être appliquée que sur un seul véhicule par employé ou par utilisateur. Vous pourriez, dans une organisation, avoir plusieurs véhicules qui sont mis à la disposition de l'employé, mais ça, cette méthode n'est envisageable que pour un seul des véhicules. Et ensuite, troisième condition, c'est bien entendu que le véhicule qui soit mis à la disposition de l'employé, de l'utilisateur, fasse l'objet à un moment donné fasse l'objet d'un point dans la convention de la politique salariale, etc. Donc vous devez avoir au niveau des voitures de société quelque chose qui est un peu carré dans ce cadre-là. Donc voilà, ça ce sont les conditions qui doivent être respectées pour pouvoir appliquer cette méthode semi-forfaitaire, donc via ce calcul un peu savant, mais finalement assez simple à appliquer. Et ça nous permet, en parallèle à cette deuxième méthode, d'aborder la troisième méthode qui est envisagée pour déterminer la déduction de la TVA. Je parle bien de la TVA ici. Eh bien, considérant que la première méthode du registre détaillé des déplacements parcourus est une méthode qui, administrativement, est très contraignante. Considérant également que la deuxième méthode semi-forfaitaire peut également avoir un certain nombre de contraintes, que ce soit dans la pratique mais aussi au niveau des conditions, l'administration a voulu faciliter le job des entreprises, on va dire, dans le calcul de la déduction de la TVA en proposant cette troisième méthode qui est dite la méthode forfaitaire et qui, elle, s'applique assez facilement mais qui limite à 35% le droit de déduire la TVA sur les voitures de société.
Donc, c'est bien entendu plus facile d'appliquer cette méthode administrativement. Néanmoins, elle a un désavantage qui limite encore plus le droit à la déduction de la TVA sur les voitures de société. Alors, lorsque vous appliquez cette méthode dite forfaitaire, vous optez pour cette méthode durant 4 années consécutives. Vous ne pouvez pas faire votre marché en fonction de l'évolution de votre business, en fonction de projets, etc., qui pourraient requérir davantage de déplacements de la part de certains utilisateurs des voitures, des employés, etc. Donc, lorsque vous optez pour cette méthode, elle vaut pour 4 ans. Alors, à nouveau, il y a des conditions qui doivent être respectées pour l'application de cette méthode semi-forfaitaire. Donc, elle peut être appliquée à tous les moyens de transport motorisés qui sont destinés au transport routier de passagers ou de marchandises également, dans le cadre des activités économiques de la société. À nouveau, dans l'hypothèse où on a l'utilisation par un utilisateur de plusieurs véhicules, si on opte pour la méthode forfaitaire de 35%, limitation à 35%, on ne peut le faire que pour un seul véhicule. L'autre véhicule qui serait utilisé par l'employé, qui aurait un bénéfice de 2 véhicules, imaginons, eh bien, le deuxième véhicule devra respecter la première méthode dite du registre. OK? Donc, dans cette méthode forfaitaire, on dit pour tous les véhicules qui sont mis à la disposition des employés, il faut appliquer cette méthode. Néanmoins, lorsqu'un utilisateur a le bénéfice de 2 véhicules, le deuxième véhicule doit répondre aux prérequis administratifs liés à la première méthode du registre détaillé. Voilà. Donc ça, c'est les 3 méthodes qu'il s'agit de considérer lorsqu'on se pose la question, en parallèle à la question des impôts directs, lorsqu'on se pose la question de la déduction de la TVA sur les véhicules de société. Donc, comme on l'a dit, mais peut-être ici un rappel dans les slides, effectivement, la méthode 1 et la méthode 2, elles peuvent être combinées au sein d'une même société. La méthode 3 ne peut pas l'être, sauf lorsqu'il y a l'utilisation de plusieurs véhicules. Je ne vais pas me répéter ici, je crois que c'est assez clair. Euh, alors, se pose la question également en matière de TVA de déterminer ou de déterminer comment il faut gérer la contribution personnelle qui serait sollicitée à l'utilisateur. Donc, lorsque on a un employeur qui met à disposition un véhicule de société, on va avoir la question légale qui se pose pour tout ce qui est avantage de toute nature, mais on peut également mettre à disposition un véhicule en demandant une contribution personnelle de la part de l'utilisateur. Cette contribution personnelle, elle fait l'objet d'une application de TVA parce que cette contribution personnelle, ce montant qui est sollicité, est la contrepartie d'un service qui est rendu par l'employeur à son employé. C'est-à-dire que on va considérer que c'est une mise à disposition du véhicule, une sorte de location du véhicule. Et donc cette location va faire l'objet d'une application de TVA. Alors, que cette contribution personnelle fasse l'objet d'une facture ou bien qu'elle soit retenue sur le salaire, peu importe, la TVA devra être calculée sur cette contribution, contrepartie d'une prestation de service au regard de la TVA. Et avec cette contribution personnelle, la TVA qui est calculée sur les coûts de la voiture ne pourra de toute façon pas dépasser un montant maximum de 50% de déduction de la TVA sur les coûts qui sont calculés sur le véhicule de société. Voilà. Ça, il est important parce que lorsque on parle de voiture de société, ATN, contribution personnelle, TVA, etc., il est important de considérer que malgré tout, ATN et contribution personnelle doivent être réfléchis de manière indépendante. Euh, Lorsqu'il y a une contribution personnelle
il est important, ça je pense que c'est un point qui est utile à rappeler, c'est que la contribution personnelle vient réduire le calcul de l'ATN. Imaginons qu'on ait un ATN qui a été calculé pour une voiture à 2 400 € par mois. Eh bien, si on sollicite une contribution personnelle de 1 200, eh bien, cette contribution personnelle va venir réduire le montant de l'ATN à 1 200. Donc ça, c'est important de le préciser, bien entendu. On a donc parlé des trois méthodes, on a parlé également de la contribution personnelle. On arrive à une autre question qui est évidemment essentielle lorsqu'on parle de véhicules de société. Lorsque on est face à la question de la TVA sur les camionnettes, eh bien, des camionnettes donc qui sont des véhicules utilitaires à usage professionnel, bien entendu, je dirais, eh bien, on a deux méthodes qui s'appliquent. La première méthode qui est envisageable dans ce cadre-là, c'est la méthode du registre détaillé des voyages effectués. Donc, au niveau de la camionnette, on va reporter dans le registre les différents déplacements, etc. Ou alors, on utilise une autre méthode, la quatrième méthode, qui est une méthode forfaitaire, mais qui est spécialement conçue pour des camionnettes qui sont utilisés principalement à usage professionnel, eh bien, ce forfait n'est plus de 35%, mais il est bien au-delà parce qu'on considère que la camionnette n'est que accessoirement utilisée à des fins privées, si c'est le cas. Donc, la camionnette est utilisée majoritairement à des fins professionnelles. Eh bien, le taux de déduction de la TVA pour ces camionnettes, sur base de cette méthode forfaitaire spéciale, est de 85% de TVA. Alors, bien entendu, si vous avez une camionnette qui, malgré tout, bien qu'elle soit camionnette, mais n'est pas utilisée à des fins professionnelles de manière principale, eh bien, on ne pourra pas justifier le taux de déduction à hauteur de 85%. Donc là, il faudra, lorsqu'on est face à ces situations, il faudra vérifier quels sont les faits, comment le véhicule est utilisé pour pouvoir justifier, en cas de contrôle de l'administration, un usage principalement professionnel si on utilise le forfait de 85%. Euh, Bien entendu, en matière de TVA, comme en matière d'impôt direct, lorsqu'on a un contrôle TVA, l'administration a une attention accrue, on va dire, sur les voitures de société et certainement encore davantage et davantage avec les nouvelles dispositions en matière d'impôt direct. Bon, les dispositions qui évoluent, mais on anticipe que ce soit à nouveau et toujours aussi des sujets des points d'attention de la part des fonctionnaires et des contrôleurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qui porte sur tout ce qui est TVA et voitures de société. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fait en sorte d'y répondre après. Et ça me donne l'opportunité de donner la parole à nouveau à mes collègues pour un petit cas, un cas d'espèce qui a été présenté dans l'objectif de nous assurer que vous avez l'ensemble des éléments théoriques, mais aussi pratiques quant au sujet. Voilà, merci. Ouais, merci Anne. Voilà, tout à fait. Alors, vous verrez qu'une petite question IDETA vous a été posée, donc je laisse vous y répondre. Je ne sais pas si tout le monde la voit, je suppose. Super. Voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer la petite question. Merci. Voilà. Donc, nous allons terminer ce séminaire par une étude de cas. Alors, vous verrez que nous avons mis plusieurs slides qui ont pour objectif de comparer les frais d'une voiture à l'impôt des sociétés et de montrer finalement quel est l'impact d'avoir une voiture qui n'est pas déductible ou déductible en partie. Alors, ici, bien évidemment,
Je ne vais pas parcourir tous les chiffres avec vous, sinon je pense que je vais perdre l'auditoire. Le but, c'est d'un peu de vous expliquer comment les comparaisons ont été faites, mais vous disposerez des slides pour en prendre connaissance à votre aise. Et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire. Donc, pour l'exercice, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé un véhicule, une BMW X1. Et donc, vous verrez qu'on a pris en considération une BM essence, une hybride et une électrique. L'objectif était de vous montrer ce que la voiture va coûter à la société pour une période de 4 années. Pour ce faire, on s'est à chaque fois basé sur les frais d'acquisition du véhicule, les coûts de carburant, les coûts de l'assurance, de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation. Je vais directement passer au dernier slide où vous verrez en fait finalement la différence de manière immédiate. Donc, vous voyez que si la société acquiert un véhicule essence qui est acquis avant le 1er juillet 2023, les coûts que représente ce véhicule sur une durée de 4 années sont d'environ 71 000 euros. Par contre, si la société acquiert le véhicule en 2025, ils augmentent à 74 000 euros. Et si elle l'acquiert en 2026, ils augmentent à 79 000 euros. La différence s'explique comment? Elle s'explique en fait par l'impôt des sociétés qui est dû sur la charge non déductible. Donc, pour que ça soit plus parlant, imaginons que annuellement vous avez une voiture qui engendre des frais j'invente 5 000 euros. Eh bien, si ces frais ne sont pas déductibles, ça veut dire que pour la société, la charge est de 5 000 euros plus 25%, qui est le taux de l'impôt des sociétés, sur ces 5 000 euros. Et donc, au final, la charge est plus importante et engendre finalement un bénéfice moindre. Si maintenant vous comparez avec le véhicule électrique qui est acquis soit avant le 1er juillet 2023 ou jusqu'en 2026, on voit en fait finalement que les frais de voiture sur un total de 4 années sont les mêmes, à savoir un montant de plus ou moins 70 000 euros. Par contre, ces propos seront directement à nuancer à partir de 2027, puisque la déductibilité des frais de voiture électrique ne seront plus déductibles à 100%. Donc voilà, ça c'était vraiment l'objectif de cet exercice et de cette comparaison. Maintenant, le but, bien évidemment, n'est pas de parcourir ensemble tous les cas de figure. Alors, je vois qu'il est 12h53. Je ne sais pas si on aura le temps de parcourir les questions ou si… alors… Comme ça, moi, je peux poser voilà. des questions. Oui, on va parcourir les questions ensemble. On a 5 minutes. Si on n'a pas le temps de parcourir toutes les questions, ne vous inquiétez pas. On recontactera les personnes concernées par email. Donc, on va profiter des 5 dernières minutes qui restent pour parcourir quelques questions. Donc, les questions qui se posent portent davantage sur des questions impôts directs. Et donc, la première question, c'est de savoir, lorsqu'on parle de l'acquisition d'un véhicule de société, est-ce qu'on doit considérer le moment où on paye la facture ou bien la date du bon de commande? Encore, dans ce cadre-là, la question se pose de savoir est-ce que c'est au moment où la voiture est immatriculée. Donc voilà, évidemment, il peut y avoir des délais différents. On peut avoir commandé une voiture en 2025 et la payer en 2026 ou l'immatriculer en 2026. Qu'est-ce qui vaut dans ce cadre-là? Alors, il existe une circulaire en la matière qui est assez intéressante et qui envisage tous les différents cas de figure, que ce soit en termes d'acquisition ou de leasing. Mais lors de la commande, si elle n'est pas modifiée, ce sera bon en termes de date d'acquisition. OK. Et lorsque on a des exercices qui sont à cheval sur 2 années, comment doit-on considérer la limite de déduction? Est-ce que ça s'applique par année civile? Alors là, il faudrait peut-être repréciser la question parce que le fait que les exercices soient à cheval ne change rien puisqu'on va toujours prendre en considération la date d'acquisition du véhicule et la déductibilité suivra en fonction de la date qui a été acquise.
Alors, je vois une autre question qui est liée lorsqu'un employé rentre une note de frais de déplacement à son employeur, qui est une société, sur la base du barème de l'État, donc plus ou moins 0,45 euros par kilomètre pour des déplacements professionnels. Faut-il finalement connaître la date d'acquisition du véhicule pour l'employé et du type de carburant pour savoir quel taux de déduction fiscale il faut appliquer dans le chef de la société? Donc ça, c'est une question un peu plus précise. On peut Oui, je reviendrai par email, ce sera plus simple Donc, pour... on a tout à fait votre nom et donc on a vos coordonnées, donc on prendra le temps d'y répondre de manière précise. Lorsqu'on parle de la déduction, de la déductibilité fiscale liée à l'amortissement d'un véhicule, doit-on aussi considérer la limitation? Et s'il y a limitation, y a-t-il, lorsqu'il y a vente du véhicule par après, 100% de la plus-value est-elle due? Non, effectivement, s'il y a une limitation au niveau de la déductibilité, après, au niveau de la plus-value ne sera pas taxable en totalité. Alors, une petite confirmation qui est souhaitée ici, lorsque on a acheté un véhicule diesel en 2019, la question est de savoir si la déductibilité est toujours de 50% en 2026. Mais ça dépend du taux d'émission CO2 du véhicule. Mais sinon, ça veut dire que c'est un véhicule qui a été acquis avant le 1er juillet 2023 et donc on reste sur les anciennes règles de déductibilité. Et alors, on nous demande les références de la circulaire dont on Oui, a parlé. On ne manquera pas de la présenter. Et alors, on a un détail par rapport au... Oui, oui, par c'est juste rapport qu'il à faut la... que je fasse le calcul comme ça avec la formule. Je pourrais revenir, je note Oui, la question, mais donc, voilà. Monsieur Clément, vous aurez un retour de notre part aussi sur base des précisions que vous avez mentionnées dans la question. Voilà. Sauf erreur de ma part, on a envisagé toutes les questions qui ont été posées. Bien entendu, vous avez l'ensemble de nos coordonnées puisque vous allez recevoir les slides ainsi que l'un ou l'autre point de précision, entre autres de la circulaire. Et pour les personnes qui l'ont demandé, on reprendra contact avec elles pour répondre de manière plus précise aux questions. On vous remercie bien entendu pour votre temps et on reste à votre disposition toutes les trois et d'autres personnes au sein de Moore pour pouvoir répondre à vos attentes. Merci beaucoup et au Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir.